Bon, et toi, t'as offert quoi à ta copine? Ok, donc toi qui as vraiment une copine, tu vas faire un truc? Est-ce qu'on pourrait pas se concentrer un peu sur le truc là Il va être bientôt 18h, ça serait bien de se manier un peu quoi. Chiant. Eh. Bon, l'ordre de passage c'est toi, Jo, puis moi. Et C'est moi ça. Attends, y a pas un quatrième qui vient normalement? Ah oui, je suis là. Bah ouais, mais je sais pas, on est chez lui, il est pas là. Donc on va peut-être commencer là parce que sinon. Eh oh, je suis là les gars. Bon, on va. Bon bah vas-y, générique. Mais je suis pas prêt, lancez pas le générique. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cinémaïne, l'émission qui vous propose des films à regarder de chez vous. Aujourd'hui, on est en février et en février, qu'est-ce qu'il y a? Noël. Non. T'es viré, casse-toi. Halloween. De la neige dans certains endroits. Oui. Une fête commerciale. Ah, on s'en rapproche. Ah. Et oui, on va parler d'amour et on va parler de la Saint-Valentin. Oh. Ouh. Enfin, d'amour, pas de la Saint-Valentin. Enfin bref, vous m'avez compris. D'amour plus de la Oui, Saint-Valentin en fait. Plus de films sur l'amour que des films sur la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, parce que vous connaissez déjà les trois personnes qui sont là habituellement, c'est-à-dire Richard, Jo et moi-même, nous avons une quatrième personne juste là. Oh. Présente-toi, homme inconnu pour les gens, mais qu'ils ont déjà entendu s'ils ont vu la vidéo précédente. Je suis l'homme qui fait 2-3 commentaires et qui rit à un moment dans la vidéo précédente. Je m'appelle Sylvain. Et je vais aussi vous parler d'un film. C'est un très grand rôle que tu as eu avant. Franchement, Exactement. Pardon, c'était prévu qu'il parle d'un film? oui, en fait. Oui. D'accord. L'intro n'était qu'une blague en fait. Ah ouais, oui, c'était une blague, bien sûr. Je ne viens pas de découvrir la présence de cet homme musculeux. On va changer. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de films d'amour que vous pouvez voir de chez vous avec des petites recommandations qui sont plutôt sympas, qu'on a bien aimé dans l'ensemble et que vous pouvez regarder tout seul, à deux ou à plein. Enfin, faites ce que vous voulez de votre vie. Chacun votre soirée. On ne juge pas. Voilà. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite par le premier film qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas celui de Jo. Non. Enfin, quelqu'un a pris un film plus vieux que le mien. Et, Oui, par contre, il est pas plus vieux que lui, hein, faut quand même rester... Oui, non, ah ouais. Oh. et donc, aujourd'hui, c'est Richard qui va ouvrir la danse. Bonjour, je suis Richard. Alors, Je suis en train de rire à ma vanne précédente parce que je suis très con quand même. et du coup, de quel film que tu vas nous parler, Richard? Eh ben écoutez, je vais parler d'un film qui s'appelle, et là je vais re-regarder, New York Miami, pardon. Pourquoi est-ce que je re-regarde le titre du film? Parce que le titre du film c'est n'importe quoi. Parce que ça devrait s'appeler Miami New York et que du coup j'ai tendance à dire Miami New York. Le film dont je vais vous parler, donc New York Miami, a été fait en 1934 par un certain mec pas super connu appelé Frank Capra. C'est un mec qui, 12 ans après 1934, a fait un tout petit film qui s'appelle La vie est belle. Et je parle pas de celui avec les nazis. Donc, New York Miami, je me plante pas. Son titre originel, c'est It Happened One Night. Ouh, mais de quoi ça parle It Happened One Night? Eh ben écoutez, on parle de Saint-Valentin. Donc ce film est une histoire d'amour. Wow. Voilà. Une histoire d'amour entre deux personnes interprétées par Claudette Colbert. Qui, Pourquoi l'accent? Non, c'est que c'est une française. oui, je sais. C'est une actrice française, mon cher. Mais il l'a dit en américain. Oui, Claudette Colbert. je l'ai dit en américain parce que j'avais revu la bande-annonce et il le prononce vraiment comme ça, donc ça m'a niqué la tête. Et surtout, moi, ce qui m'a surtout intéressé avec ce film, c'est de découvrir Clark Gable dans autre chose que Autant n'emporte le vent. C'est-à-dire, enfin, dans un bon film. C'est une émission où on a des opinions très fortes sur les films. Oui. Donc, le film, je vais enfin donner le résumé après 10 minutes de dire de la merde. C'est la jeune Ellie Andrews qui est une fille d'un millionnaire, enfin d'un homme très riche. Tout ce qu'on sait du gars, c'est qu'il est très riche. Qui veut épouser un autre homme très riche qui s'appelle King Wesley. Le problème, c'est que son papa, il lui dit bah non. Tu restes à la maison, tu vas pas voir ce King Wesley, c'est ok il est riche mais à part ça c'est un con. Donc elle prend un bus pour New York. D'où le fait que le titre New York Miami ne veut rien dire parce qu'elle part de Miami, je le rappelle.
et qu'elle va à New York. Dans ce bus, elle rencontre Peter Warren, donc joué par Clark Gable, qui est un journaliste. Et disons que la fille d'un homme très très riche qui se barre dans un bus pour rejoindre un autre homme très très riche, nous sommes à une époque où ça défraie la chronique, ça peut me payer mon 3e whisky ou peut-être mon 5e, parce qu'il commence le film bourré, je trouve ça génial. Donc il va suivre cette femme, l'aider dans son périple, et petit à petit, peut-être qu'il a plus trop envie que cette jeune demoiselle retrouve son amant très très riche et qu'elle reste un peu avec lui. Non, pas un autre. Oh, bon, tant pis. Attends, Non. refais-le, vas-y. On écoute tes paroles. On boit tes paroles. Eh bah, ça fait bien que tu parles de boire parce que justement, ce film a fait un gros scandale à sa sortie, surtout auprès de l'Amérique puritaine. Parce que, bah, par exemple, comme je viens de le dire, Peter, j'allais dire Barling, mais c'est pas du tout ça, Peter Warren, la première fois qu'on le voit, il est ivre, au téléphone, en train de quitter son boulot. Donc c'est littéralement, il est en mode... Écoute, tu m'emmerdes, je quitte mon boulot, je suis meilleur journaliste et c'est tout, je clonque. Nuit de Chine. Nuit de Chine. Et surtout, il y a toute une histoire d'amour qui, à la fin, est consommée hors mariage. Scandale, stupeur et tremblement. Est-ce que du coup ça a fait que ce film n'est pas connu, n'a pas marché? Au contraire, mes petits amis, car c'est le premier film de l'histoire à gagner 5 Oscars, dont meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleure actrice. Donc, la puritanisme, voilà. Oui, celui-là, il va être coupé au montage. je Non, on va le garder. Comme on vous l'a dit, on a des opinions très très fortes. Et donc ce film est très intéressant, donc déjà en tant que film de Frank Capra, autre que ce que les gens connaissent de manière générale, très intéressant du coup dans l'histoire du cinéma en soi, et pas que parce qu'il a gagné 5 Oscars, parce que j'ai noté 2-3 petites choses. Par exemple, le personnage de Clark Gable est une influence à la création de Bugs Bunny. Ce qui, dans son attitude, ça se voit quand vous voyez le film. Et en plus, petite anecdote à la con, il y a quand même tout un passage où il mange des carottes en parlant. Mais il les mange crues. Et vraiment, du coup, tu retrouves complètement le même geste et le même naturel, la même désinvolture. Donc je trouve ça extrêmement beau. Quoi de neuf, docteur? Et voilà, et je vais finir ma diatribe avant d'ouvrir... Le champ des possibles. le champ des questions à cette citation qui est complètement sur la boîte du DVD et que je trouve géniale, de Frank Capra sur ce film qui dit « Ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas que New York Miami soit devenu un classique, c'est que le film ait pu voir le jour. » Donc, même dans les années 30, il y avait des rebelles et ça paye. Mic drop. DVD 30, non. Et on peut voir ce magnifique film parce que ça reste Oui, un bon, très déjà joli vous film. pouvez l'acheter en DVD. Ou sinon, il est sur Amazon Prime. Cool. Donc bon, faut juste un abonnement Amazon et j'ai vérifié, il y est toujours. C'est encore cette politique de Amazon Prime de pas bien référencer ses films. Ouais. Et donc du coup, ce qui fait qu'on échappe à pas mal de classiques. Donc, mais pourtant, ils ont un très bon catalogue, mais Oui, faut mais fouiller dedans. mais Beaucoup trop. en fait, si tu veux trouver des bons films, faut fouiller. Sinon, ça te met en surface les derniers trucs un peu à la mode. Et putain, c'est vrai que nous, même quand on fait des soirées chez toi, en fait, on trouve très facilement les trucs tout nuls. Bah alors c'est vrai que oui, si tu cherches quelque chose de bien, bah en fait faut avoir le titre, faut pas lui demander t'as une catégorie classique ou pas. Tu vois que Netflix qui a sa catégorie des BAFTA, des Golden Globes, des Oscars, tu fais bah non, Amazon c'est démerde-toi. Mais fouiller un petit peu là-dedans. Fouiller Amazon quand même. Et... Donc Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Donc le film, il est sorti dans les années 30, Ouais, 34. en plein milieu de la prohibition. Ouais. Et malgré que ça parle d'alcool, de prohibition, tout ça, ils ont quand même Alors laissé passer ça. ça on parle pas, c'est juste qu'il commence bourré, mais après tu vois il boit plus. Et en fait, oui, en fait c'est ça qui est bah, en fait c'est le truc très beau de tu fais bien d'en parler. Parlons du code Hayes. Le truc c'est que le code Hayes, il te dit il faut pas montrer, mais que ce soit le sexe, que ce soit des gens nus, que ce soit l'alcool. Donc avoir un gars qui est ivre,
ça passe. Surtout s'il finit par ne plus l'être savant Oui, c'est ça. en C'est corrélation en avec fait, la politique de l'époque. il est vraiment, il est vraiment au début. Puis une fois qu'il rentre dans le bus, comment dire, le fait de voir Ellie, et c'est Ellie, et de se dire mince, il y a un coup à jouer pour ma carrière, ça le dégrise entre guillemets. Tu vois, ils prennent le bus ensemble et le premier arrêt avant New York, ils sont obligés de dormir dans la même chambre. Mais il y a toute une scène très symbolique, en plus, ils utilisent vachement bien symbolique, où en fait il met un drap entre les deux lits et il dit bon bah ça c'est le mur de Jéricho, vous restez de votre côté du mur, je reste de mon côté du mur. Et en fait, elle ose pas y aller, et puis elle dit ah, donc vous voulez voir comment un homme se déshabille? Très bien, bah écoutez, je vais vous montrer. D'abord, j'enlève mes chaussures, ensuite j'enlève ma veste, et du coup, il se retrouve en maillot de corps. Bon, ça pour l'époque c'était déjà trop, mais sauf qu'il n'est pas vraiment à poil, c'est-à-dire que vraiment avant d'enlever son pantalon, il dit vous savez ce qui arrive, vous vraiment restez, et là il se casse. Donc c'est vraiment ce côté, bah on va jouer avec le fil avant de. Je crois que je viens de dire Code Haze alors que c'est même pas dans les années 30 le Non. Code Haze. Code Haze, c'est plutôt ces années 50. Mais de plus toute les années 50. façon, il y avait quand même déjà avant Dans que le le Code 40. Haze arrive vraiment cette idée-là de ah, faut pas trop montrer les trucs. Et une petite question, c'est l'un de tes films préférés de Capra? Bah honnêtement ouais. Du coup, Ouais. parce que Parce que les gens qui connaissent Capra citent tout le temps le même, la plupart du temps, et c'est La vie est belle. Mais Capra a fait aussi autre chose. La vie est les belle gens. et cool. Avec ce scénariste-là qui est, je vais retrouver son nom très vite, Robert Riskin. Il a fait beaucoup de films aussi. Il a Oui. fait, c'est l'incroyable Mr. Dibbs, non, les vacances de Mr. Dibbs, un truc comme ça. Ouais, les vacances, je crois. Enfin, un truc avec Mr. Deeds, c'est Deeds, pas Dibbs, et qui est aussi c'est toujours un excellent film que j'aime beaucoup. Mais alors c'est vrai que quand j'ai découvert ce truc-là, j'ai fait non mais c'est génial parce que c'est vraiment les prémices du meet cute et du où c'est vraiment ils se rencontrent par hasard et c'est l'amour qui naît petit à petit. Moi j'aime bien ce genre de truc là, mais là c'est tellement bon, c'est le début évidemment, mais aussi je sais pas comment dire. Bizarrement, c'est le mieux fait. Et c'est dommage que ce soit le premier à le faire comme ça. Mais du coup, c'est le mieux fait parce que c'est l'un d'eux où c'est vachement plus organique. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Capra a bien sûr a marqué et a influencé énormément de réalisateurs, mais même des réalisateurs où beaucoup de gens, je vais en citer un, ils vont dire quoi? Par exemple, Capra a influencé Jackie Chan. Oui, bah oui. Pour un film qui date de 89, qui s'appelle Big Brother. Je préfère le titre original qui s'appelle Miracle. En fait, le film de Jackie Chan qu'il a réalisé, c'est pas dans les années 30. Et vraiment, en gros, c'est un remake d'un film de Capra. Qui est millionnaire pour un jour, ou un truc comme ça, ou milliardaire pour un jour. Et tu sens vraiment que Jackie Chan aime Capra. C'est-à-dire, tu sais, t'as des longs plans séquences, c'est hyper soigné. Et tu sens vraiment qu'il était influencé par Capra. C'est ce côté film où tous les personnages sont extrêmement attachants, même les méchants, il n'y en a pas. En fait. Y a ce C'est côté pas manichéen quoi. Oui, voilà. C'est vraiment. Et en plus, ça se termine bien. Enfin, voilà. C'est des films, on va dire, c'est des films bonbons. On revient à ces films-là où, tu sais, ça fait du bien de les voir en fait. Et tu vois dans ce film-là qu'il est vraiment, c'est du Capra quoi. C'est vraiment. Avec de l'action et sa version. Tu veux dire qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas d'antagoniste, ou il y en a un, mais tu comprends ses motivations? En fait, il n'y a pas de méchant du tout. En fait, tu comprends ses motivations parce qu'il a envie d'avoir du pouvoir, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails du film. Mais ils sont pas des méchants. Voilà. C'est vraiment, on est dans un monde où, oui, chacun a ses problèmes, mais on aide une personne parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a besoin d'aide. Et tout le monde se met, et il se pose pas la question, en fait. Et c'est vraiment très Capra, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est vrai que tu vois, dans ce film-là, il n'y a pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de méchant du tout non plus. T'as le père, justement, d'Ellie qui a un côté antagoniste parce qu'il veut l'empêcher d'aller à New York. Mais en fait, une fois qu'elle est partie, tout ce qu'il fait, c'est chercher à la retrouver, pas parce que c'est sa fille, tu vois. C'est que tu te dis pas, oh là là, il se met en travers du vrai amour. Non, c'est juste, il est en mode, je suis paniqué, ma fille, je sais pas où elle est. Tu vois, donc c'est effectivement,
par rapport au récit, c'est un antagoniste, mais en vrai, tu fais non, mais c'est pas un méchant, c'est un papa qui a peur. Capra, c'est bien, regardez. Oui. Et regardez effectivement toute sa filmo, il y a des trucs qui sont vachement intéressants. Et La vie est belle, vous pouvez dire que La vie est belle est votre film préféré, comme on l'a dit, il ne faut pas juger les goûts des gens. Et Ouais. vous pouvez affirmer ce que vous voulez là-dessus. Mais si vous avez aimé La vie est belle, regardez ces autres films parce qu'ils sont aussi très cool, très bien. Et même maintenant, on pourrait presque appliquer sa structure narrative et tout ça, et puis ça passerait aussi maintenant. Que je trouve que c'est un mec qui, pour l'époque, détonne un peu, enfin, par rapport au classique, au film classique, au film un peu puritain américain. Et encore maintenant, ça passe totalement. Hein. Oui, ça totalement. ça passe totalement. Ouais, totalement. Et voilà, donc petit mot de la fin avant de passer à un autre film. C'est ça? Vas-y. Ton Eh dernier bah mot. écoutez, Capra, contrairement à Capri, c'est pas fini. Oh là là. Non, moi je m'applaudis pas. Mic drop de coussin. Voilà. Si, j'aime bien. Donc on fait un saut dans le temps et on va se retrouver en 1972 pour un film français qui s'appelle César et Rosalie, qui est sorti en 1972 et qui est réalisé par un certain Claude Sautet. Claude Sautet, c'est la grande figure on va dire, du réalisme des années 70 en France. Et surtout, c'est le réalisateur qui sait filmer et qui sait raconter les femmes, clairement. Donc César et Rosalie, donc la distribution, on retrouve, pour moi, c'est juste mon point de vue à moi. Vous avez le droit d'aimer une autre personne, mais je juge que c'est la plus grande actrice de tous les temps, Madame Romy Schneider. Voilà, c'est juste mon opinion. Pourtant, Richard, on a le droit d'aimer autre chose. Prends exemple Non, sur Jonathan. non, mais il est tellement vieux. Ah Son actrice préférée, c'est Romy Schneider, il est Ah tellement oui, vieux. c'est mon actrice préférée. Moi, elle est née le même jour que moi, donc je dis rien. Voilà. Ensuite, on retrouve Yves Montand et Samy Frey. Je vais pas trop m'attarder sur Samy Frey parce que Samy Frey n'est pas très connu en fait. Il a fait carrière, mais voilà, je peux pas trop en dire sur Samy Frey. Montand, bon, bah, Yves Montand, quand même, on connaît un petit peu. Je le préfère en tant qu'acteur qu'en tant que chanteur. C'est juste mon point de vue. Et donc César Rosalie raconte l'histoire suivante. Rosalie aime César, mais quand David, son amour de jeunesse ressurgit, les sentiments aussi. En d'autres termes, c'est un triangle amoureux. Et j'ai choisi ce film parce que faut le prendre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'on les années 70, avant ça il y a eu 69, donc il y a eu la libération sexuelle en France. Il y a eu l'émancipation qui commençait au niveau des femmes. Et en fait, Claude Sautet, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a entamé déjà sa deuxième partie de carrière en faisant, il a fait un film avant ça qui s'appelait Les choses de la vie et Max l'a fait ailleurs, qui sont deux films qui sont excellents. Bon, Les choses de la vie, il ne faut pas le voir quand on déprime. Je dis ça, je dis rien. Et il s'est dit, pour César et Rosalie, je vais raconter une femme qui est libre, on va dire, sentimentalement. C'est-à-dire que le personnage de Rosalie, donc incarné par Romy Schneider, aime César, qui est incarné par Yves Montand, mais quand David, qui est incarné par Samy Frey, revient dans sa vie, elle l'aime aussi. Et en fait, elle aime les deux. Mais pour ce qu'ils sont, parce que c'est deux hommes totalement différents. César est quelqu'un, il a un côté assez prétentieux, c'est un chef d'entreprise, qui est décontracté, qui a du bagou, voilà, que tout lui est réussi, plus ou moins. Et d'un autre côté, il y a David, qui lui est un artiste, qui est timide, qui ne prend pas forcément, qui est toujours en retrait, qui est discret. Et Rosalie, en fait, aime ces deux personnalités-là, en fait. Et elle peut pas choisir. Tout le long du film, en fait, elle est toujours le cul entre deux chaises. C'est qu'elle sait pas où son cœur balance le plus, en fait. C'est qu'elle aime les deux. Elle aime les deux. C'est-à-dire que chacun représente son idéal, on va dire, entre guillemets, masculin. C'est-à-dire que les deux, en fait, se complètent sur ce qu'elle recherche, en fait. Et bien entendu, les deux vont pas s'entendre. Mais ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que les deux personnages masculins vont changer pour elle. C'est-à-dire que, par exemple, César va devenir beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus... déjà, il va plus devenir macho, parce qu'au départ, on sent qu'il est macho. Il y a toute une séquence où il joue au poker avec ses potes. Rosalie, c'est la serveuse, hein. Mais totalement. C'est-à-dire qu'elle sert l'alcool et puis
me dis rien, quoi. Et en fait, au fil du film, il va changer de point de vue pour elle. Il va ouvrir les yeux, il va dire non, je suis un con. Tu sais, il va se rendre compte de ça. Donc lui, de son côté, il va changer, il va devenir beaucoup plus présent pour elle, il va essayer plus l'écouter, la comprendre. Et d'un autre côté aussi, c'est que le personnage de David aussi, lui, va changer aussi de son côté. Il va prendre plus les choses en main. Il va moins s'effacer. Il va être beaucoup plus fort, en fait, pour elle. Et en fait, tout au long du film, ils vont se faire des coups bas. Surtout César. On comprend en fait que ce fameux César, en fait, il a un côté macho et tout ce que tu veux bien, et un côté mec casse-couille. Est-ce qu'il a un côté menteur? Oui, il a un côté menteur. Donc César raconte des salades. Merci. Oh, Oui, ouais. oh mon Dieu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de César, qui selon moi est incarné par un brillant Yves Montand, parce qu'en fait, il a un côté, au début du film, il a un côté énervant parce que tout lui est réussi. Mais on se rend compte que la situation, en fait, le rend triste et le rend fragile. Et Yves Montand arrive très bien, par un seul regard, de nous faire ressentir ça, cette fragilité en fait qu'il a de cette situation qu'il vit, et le fait que en fait, il se remet en question. Il se dit, en fait, j'ai des défauts aussi. Et je dois réparer, je dois faire en sorte que justement mes défauts ne prennent pas sur ma relation avec Pour éviter que ça tourne au vinaigre. Putain, Je suis contaminé par ces blagues de merde. j'ai vu dans tes yeux, tu m'as regardé, j'ai fait, il veut refaire une vanne. Et en fait, évidemment, César, lui, va faire des erreurs. Il va vouloir justement que Rosalie lui appartienne, tu sais, mais que pour lui. Mais en faisant ces erreurs-là, il va la perdre. Parce que elle va dire non, je suis pas ta chose. Tu sais. Et ce qui est normal, et ce qui est logique en fait. Je suis pas ta chose. Donc elle va aller voir vers David, mais David lui est beaucoup plus compréhensible, il l'écoute beaucoup plus. Mais en même temps, il s'efface aussi. Et lui, à cause de cette situation-là, lui, il va se montrer encore plus. Tu sais, il va vraiment dire je suis là, j'existe aussi, et voilà. Mais ce qui est intéressant, sans trop spoiler, c'est que les deux hommes vont créer une relation d'amitié. Parce qu'en fait, ils vont se découvrir un point commun essentiel. Ils aiment la même femme. Et en fait, ils vont essayer de la rendre heureuse du mieux qu'ils peuvent. Et je trouve que cette histoire, c'est une histoire d'amour qui sort de l'ordinaire pour l'époque. Parce qu'on est quand même en 72. Et en France, à ce moment-là, certes, il commençait à avoir une révolution sexuelle. Mais c'était encore compliqué quand même. Et en fait, c'est l'un des rares films à ce moment-là qui parle d'une relation à trois. Plus ou moins, il n'y a pas de relation entre les deux hommes, mais on suit une femme libre. C'est-à-dire qu'une femme qui aime deux hommes, et elle l'assume. Et c'est ça qui est très intéressant, et en plus incarné magistralement par Romy Schneider, évidemment. Et puis, moi c'est juste mon question à vous, mais je comprends pourquoi je m'entends la regarder comme ça. Et ça m'y ferait aussi, elle est juste magnifiquement merveilleuse et tellement belle, que c'est un petit peu normal que tu fais n'importe quoi pour elle, quoi. Donc, et je trouve que en fait, voilà, Claude Sautet, en termes de réalisation, Claude Sautet est sobre dans sa réalisation. Il suit vraiment les personnages, c'est les personnages qui l'intéressent, leur manière de vivre en fait, comment ils vivent la situation. Et donc il n'y a pas de plan tape à l'œil, et vous n'allez pas avoir des trucs de ouf en termes de mise en scène, c'est pas ça. Et en fait, Claude Sautet, c'est à son image, en fait, il fait toujours des films humains. Il reste vraiment près de ses personnages. Et c'est vraiment, voilà, il suit juste des êtres humains qui vivent une situation qui est assez compliquée en fait. Il traite vraiment ces personnages comme des vrais humains, tu veux dire. Voilà. Genre pas comme du bétail, comme des animaux, il fait pas des moutons, du saute-mouton. Voilà. Ah putain, t'es en forme quoi. Je le vois jamais venir le pire. Donc oui. Pardon, j'ai déjà sauté, je fais tout pour pas faire des vannes de cul. Laissez-moi saute-mouton. Donc oui, j'ai choisi ce film vraiment pour son côté, voilà, histoire d'amour qui sort des sentiers battus et qui justement propose autre chose. Donc voilà. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez le découvrir sur Netflix, parce qu'il est sur Netflix. Il y a, je crois, 4-5 films. Ouais, 5 films réalisés par Claude Sautet qui sont sur Netflix. Donc, et donc César et Rosalie fait partie de ces 5 films, donc je vous invite à le découvrir. Et voilà, découvrir un réalisateur qu'on a oublié un petit peu, je trouve. Et surtout découvrir la plus grande actrice de tous les temps, j'en ai rien à foutre. J'ai envie. En même temps, c'est quelle taille? Par le talent. Ça me rappelle mais alors c'est
Donc c'est après, dans les années 80, il est sorti ce film. Alors oui, alors j'annonce, je fais des références de films dont j'ai oublié la référence. Et c'est un film avec, c'est un triangle amoureux. T'as Bruce Willis et l'actrice qui fait Galadriel. Voilà, j'ai pas les références, mais très Kate connue. Blanchett. Merci, Kate Blanchett. Et en gros, c'est magnifique d'ailleurs. Bref, petit aparté. Où t'as un triangle amoureux justement où elle sait pas se décider. Ah, c'est possible que ce soit un remake déguisé ou. Peut-être. Oui. Et t'as Bruce Willis. Et justement, t'as un mec très sûr de lui, un mec. Non, lui il est pas timide, l'autre, il est hypochondriaque, enfin, pas possible, je comprends pas trop. Mhm. Et justement, t'as ces triangles amoureux, mais cette notion de triangle amoureux, ça a été repris plein de fois, peut-être par la suite. C'est en Thérèse tout cas, Raquin, par- ça. Hein Une fan prise entre un gars qui se la pète et un hypochondriaque, c'est Thérèse Raquin, c'est du Zola. Peut-être. Oui, bah. Donc lui, c'est plus Jean-Michel référence, et moi, c'est plus Jean-Michel. J'ai oublié la ref. C'est Jean-Michel à peu près. C'est Jean-Michel à peu près, c'est ça, totalement. Donc j'ai à peu près vu le film. J'ai vu Bruce Willis, j'étais content. C'est Wikipédia et que quoi Mais le thème du triangle amoureux a été repris plein de fois, même dans des séries plus récentes. Oui, bien sûr. Bah, Oui, oui. c'est un classique. Oui. Hein. Oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que justement que ce soit Peut-être le premier cocu. pas forcément le premier, mais je veux dire en France, Mhm. c'est rare qu'on D'accord. a eu ce genre à l'époque. Attention, après il y en a eu d'autres après, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas eu beaucoup en fait. Il y en avait eu un autre avant qui est sorti en 70, Mhm. mais c'est pas un triangle amoureux en fait. C'est une histoire d'amour avec un homme et deux femmes en fait, et les trois s'aiment en fait, mais entre eux aussi. Ça C'est- reste un triangle. Bah, Ça reste un triangle amoureux, mais là c'est beaucoup plus. Mais plus sympa. Bah, c'est un ménage à trois. C'est un ménage Ouais, à mais trois. la trois. Puis c'est surtout plus un vrai triangle amoureux, parce que dans un triangle amoureux, pour moi, tout le monde doit relationner ensemble. Voilà. Mais, Non, Voilà. des fois, t'es Non, sur le triangle bah, amoureux. non, mais- non, mais c'est C'est non, je veux dire, platonique ou. je fais mon prof de maths chiant. Oui, tu fais ton C'est prof ça. de maths. Oui, alors prenons. Et qui s'appelle, en plus, ce qui est assez intéressant, en plus, c'est un film français, le film que je cite, donc, où il y a véritablement un triangle amoureux, s'appelle Maldi. Scénario d'une autre comédienne que j'aime beaucoup, Il s'appelle comment Madli. Madly, d'accord. Madli. Scénario de Mireille Darc, vous voyez qui c'est, Ouais. avec Alain Delon qui joue dedans. Et en fait, j'ai découvert que en fait, ce film-là, c'est une autobiographie. Parce que Delon et Mireille Darc ont vécu une relation à trois. Voilà. Et en fait, ce film-là s'est cassé la gueule. Pour la simple et unique raison, c'est que moi je juge qu'il s'est cassé la gueule parce que les gens ne se sont pas rendus compte que ils n'étaient pas prêts en fait à découvrir une histoire d'amour à trois, surtout en France. Tu vois l'ego de. Voilà, j'allais dire Sylvain, il veut. Alain Delon et Mireille Darc ont une relation à 3. Tu vois l'ego surdimensionné d'Alain Delon, tu sais, ils sont 3. Et non, c'était cette femme en question qui s'appelle Maddy. Alain Delon a une relation avec Mireille Darc et Alain Delon. Et non, c'était la femme en question sera la femme de Jacques Brel. Voilà, c'est juste ça. Alain Delon somme l'amant de Mireille Darc. Alain Delon somme l'amant de Non, Mireille c'était à Darc. l'époque où Alain, Magnifique. non, c'était vraiment à l'époque où Alain Delon en fait prenait beaucoup de risques et n'avait pas encore l'ego surdimensionné qu'il avait. C'était à un moment donné où il prenait vraiment beaucoup de risques au cinéma. Mais c'est pas ça le sujet, même s'il y a un lien. Romy Schneider, Alain Delon, on sait tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous avez Oui. vu ce film? Oui, on sait ce qui s'est passé. Oui, on se remet tout. Alors, moi, On c'était il y a tous- fort, Je fort m'intéresse longtemps. vachement à Alain Delon. Non, vous êtes au courant quand même qu'Alain Delon et Romy Schneider ont été fiancés? Oui. Non, en vrai, oui. Oui. Non, moi je savais pas. ouais. Oui, ils étaient fiancés. Moi, c'était il y a fort longtemps que parce j'ai que, ouais. vu ce film. Et j'en ai pas un souvenir impérissable, mais c'est parce que j'étais trop jeune, je pense, pour voir ce genre de film et apprécier ce genre de film. Donc, Mm. ça peut valoir le coup de. De le redécouvrir, ouais. Surtout, vu maintenant qu'il est facilement accessible. Donc, je vais le regarder de nouveau. Mm. Du coup. Et toi, Richard, tu as Non, vu? je l'ai pas vu, mais j'ai Netflix, donc je vais foncer. Bah, j'espère. Ouais. Surtout que Yves Montand fait partie des gars où je me dis, faut que je me fasse une rétrospective de cet acteur, tu vois. Ah putain, ouais. Je te conseille impérativement, et je crois qu'ils vont le mettre sur Netflix, je l'espère, franchement. Avec Yves Montand, je te conseille Police Python. Mm. 365, un truc comme ça. Hitchcock est revenu. Subitement, quand j'ai vu ce film, je fais oh la vache, c'est génial. Enfin bref, mais César et Rosalie aussi, parce que je pense que tu vas apprécier beaucoup le jeu de Montand. Qui est à la fois fort, mais plus le film avance, plus d'une fragilité qui est touchante en fait. Parce que tu vois un Montand
limite au bord des larmes à chaque fois, juste parce qu'il est amoureux. Et c'est touchant de voir un personnage comme ça. Et toi, mon Sylvain? Non, je n'avais pas vu le film. Eh ben, tu vas le revoir, tu vas le voir. C'est comme elle a dit lui. Comme elle a dit, elle C'est comme elle a dit lui. J'ai Netflix. Donc J'en je ai je Netflix. regarde. Jonathan Flux. Enfin, Voyons il Netflix. squatte mon compte Netflix. Exactement. Chut, faut pas le dire. On a le droit, on a le droit. Non, On a mais plusieurs comptes. squatter, on a le droit, c'est le piratage qui est interdit. Voilà. Bon, bah, voilà. En parlant de piratage, donc c'est à toi de nous parler de ton film. Oui, c'est intéressant, ouais. Si jamais il y a des pirates dans ton film, c'est incroyable parce que je t'ai pas au courant. C'est la pire transition du monde. Non, ça va. Autre Mais histoire, non, regarde, y a- regarde, nouvelle transition, autre histoire d'amour. On va le dire. Une autre histoire d'amour qui est aussi un triangle amoureux au sens narratif du terme, puisqu'il y en a un, c'est même presque un carré amoureux parce qu'il y a plusieurs personnages qui sont dedans. C'est le film Nick and Nora Infinite Playlist, plus connu en français sous le nom de Une nuit à New York. On passe notre temps à New York en ce moment. Putain, là, on est en train de collectionner les titres français nuls. Parce que New York, Miami, Une nuit à New York fait mais. Ah, en fait, le problème, c'est qu'Une nuit à New York représente bien l'idée du film, mais en même temps ne dit rien sur le film, alors que Nick and Nora Infinite Playlist, c'est un rapport avec le film et un rapport Oui. profond, alors qu'Une nuit à New York... Au moins dans le tien, ils vont vraiment à New York. Parce que oui, dans mon film, ils y vont même pas. C'est le pire, c'est qu'ils y arrivent jamais. Et du coup, Pardon, oui, je n'ai pour rien. oui, Et, le film est réalisé par Peter Sorlet, donc qui est pas très connu dans nos contrées, qui a fait quelques films dans la même veine, c'est-à-dire une comédie romantique presque teen movie, et qui bientôt va revenir sur le devant de la scène parce qu'il va réaliser le film Minecraft. Voilà. et bah honnêtement, d'accord. Ça peut être. Non mais À New York. Les immeubles Ouais. sont déjà carrés. enfin, Ah oui. Ah bah oui. C'est Mais plus c'est simple. genre, hein. c'est vraiment le film Minecraft. Alors, un jeune New-Yorkais se retrouve transporté dans un monde de jeux vidéo. Putain, Ah oui, ça va être ça. Bah, je pense que ça va être risque ça. d'être Bah oui. ça. oui, ça va tellement être ça. Et du coup, qu'est-ce que raconte ce film? Déjà, avant de raconter ce que raconte ce film. Ce que raconte ce film, merci. Il y a déjà les acteurs, surtout les acteurs principaux que je vais parler parce que les autres sont pas très connus également. Ils font carrière aux États-Unis dans les séries et tout ça, mais les deux acteurs principaux, on les connaît puisqu'il s'agit de Kate Dennings et de Michael Cera. Donc, c'est-à-dire, là, vous avez un film avec Michael Cera qui un ado hétéro qui a une peine de cœur, donc c'est-à-dire c'est 90% Dans de tous sa ces films, filmo. j'ai Oui, failli voilà. dire, j'ai failli Ouais, dire moi ça. aussi, ouais. Et mais il le fait bien, donc après c'est cool. Et dans ce film, justement, il le fait bien. Et donc, que raconte ce film? C'est l'histoire du personnage de Michael Cera qui a une peine de cœur. Voilà. Non, merci. Et Non, qui c'est doit, pas- de et joue, qui non, doit, non, et ça, qui doit c'est- draguer c'est une de nana, mais il doit Scott combattre, tu sais, il doit draguer une nana, mais il doit combattre les ex. Non, c'est un autre film, ça. Pardon. Sachant que sa copine est enceinte. Attends, non, je Il doit, comprends. il doit combattre des notes de musique pendant que sa copine est enceinte. Quoi? Bon, je vais expliquer un petit peu plus. En fait, dedans, il incarne un musicien, comme dans Scott Pilgrim, je Bah suis oui. d'accord. Non mais, finis ton pitch, on fera les fans après, parce que là ça va être trop long. Il incarne un musicien en fait qui s'est fait jeter par sa copine et en fait ce qu'il faisait à sa copine pendant qu'ils étaient ensemble et après qu'ils s'est rompu, c'était il faisait des playlists en fait sous la forme de CD, des compiles pour un petit peu représenter tout ça, en partie des chansons qu'il a écrites et d'autres chansons qu'il connaissait. Et c'est une amie de sa copine, enfin de son ex, donc qui est jouée par Kate Dennings, donc qui joue le rôle de Nora, qui des fois récupère les compiles et qui justement apprend un peu plus en fait à le connaître à travers ses compiles. Ça c'est pas du spoil, c'est dit dès le départ. C'est le personnage de Nora installe ça tout de suite. Et par un coup du hasard, un soir, ils se rencontrent parce que tout le monde va à un concert en fait du groupe de Nick. Et à partir de là, ils vont faire une sorte de road trip dans New York pour trouver le lieu où va se dérouler un concert d'un groupe qu'ils aiment tous les deux. Et de là va se passer plein de trucs justement qui va être l'initiateur de leur relation parce qu'avant ils ne se connaissaient pas. Il y avait que Nora qui connaissait Nick, mais Nick ne connaissait pas Nora parce qu'elle a jamais rencontré en fait il a jamais vraiment rencontré les potes de son ex en fait. Et donc que dire de ce film? Que ce film il est sympa, mais que si vous n'aimez pas les blagues de vomi, il y a une scène que vous n'allez pas supporter. Bon, plus sérieusement. Putain ouais c'est vrai. Plus sérieusement, en fait, le film, moi je l'apprécie beaucoup pour plein de raisons. Déjà parce que Kate Dennings est une actrice que j'adore, Two Broke Girls,
Oui, dans ouais. Thor ou bien même du coup, dans ce film, parce que je trouve que dans Thor 1, c'est une des actrices qui s'en tire le mieux. Oui. J'aime bien Nathalie Portman, mais pour le coup, Thor 1, j'ai un peu de mal avec. Et Chris Hemsworth est au début de son incarnation de Thor, donc n'est pas encore le Thor qu'on apprécie maintenant. Après, c'est juste mon point de vue, mais je trouve que c'est Madame Kate qui fait le film en fait. Je trouve qu'elle apporte une fraîcheur dans Thor. Ah oui, Je trouve que aussi. c'est elle qui fait le film en fait. Vraiment. Je trouve aussi. Et dans Two Broke Girls, bon, bah, si vous n'avez pas vu la série, regardez la série parce qu'elle est super cool et Ken Dennings est mortel dedans. Et dans ce film-là, bon, à part le fait qu'elle incarne une lycéenne et qu'elle a clairement pas une tête de lycéenne, plutôt première, deuxième année, allez, d'étudiante. Elle a redoublé. Ah oui, mais ils ont tous redoublé. C'est pas grave, ils ont tous Ah non, redoublé. mais là, c'est... Ils ont triplé leur année, on s'en fout. Il y a en fait le lien qui est très fort dans le film et que j'adore surtout, c'est cette relation à la musique parce que le titre original reflète beaucoup plus le rôle qu'a la musique dans justement le film. C'est que c'est une playlist en fait qui vont se constituer à deux parce qu'ils ont un univers musical en commun. Bon, ils n'ont pas que ça en commun, mais cet univers musical justement va leur servir à commencer à se connecter tous les deux parce qu'au début, c'est pas qu'ils ne se supportent pas, c'est qu'au moment où ils se découvrent, il y a forcément Nora qui est un peu déçue par l'attitude de Nick pour les raisons que vous verrez dans le film. Et c'est un peu ça qui arrive quand on rencontre ses idoles. On le dit souvent, on est souvent déçu de rencontrer ses idoles parce qu'ils ne sont pas comme on se le représentait. Et Nick de son côté, il s'en fout un petit peu parce qu'il n'est pas justement dans cette mentalité de rencontrer des gens et tout ça. Donc c'est la musique en fait qui va les rapprocher et même dans l'utilisation de la musique pour justement lier leurs relations tout au fur et à mesure du film, c'est vachement intéressant. En plus, les personnages qui gravitent autour justement de ce potentiel couple, pareil, gravitent dans le monde de la musique. Moi, je trouve les personnages excellents, excepté la meilleure pote de Nora, mais ça, c'est pas la faute du personnage, c'est la faute de ce qu'on lui fait faire. Donc, le personnage de la meilleure pote de Nora est pour moi malheureusement un peu sous-exploité parce que bah, déjà il y a cette blague de vomi dont je parle depuis le début parce qu'en fait c'est le truc qui m'a un petit peu qui m'empêche en fait de considérer le film comme étant un film très très bon, mais après c'est très personnel parce que je ne supporte pas ce genre de blague et c'est dommage parce qu'à côté le personnage est un peu sous-exploité, il y avait du potentiel à faire quelque chose parce que au niveau des relations qu'ont les trois justement copines, dont l'ex du coup de Nick, ça représente trois facettes, justement trois personnalités différentes qui sont plutôt intéressantes, mais celle-là elle l'a moins exploitée, puis en même temps, enfin c'est à la fois la moins exploitée et en même temps celle qui est plus utilisée comme un moyen scénaristique d'avancer en fait. C'est un peu le MacGuffin sur pattes, tu vois. Dans le sens où Oui. c'est parce qu'à un moment, oui, Pardon, mais- le mec de film sur pattes qui vomit. C'est... parce que en fait, bon, pour faire un point MacGuffin, en fait, c'est une astuce scénaristique pour faire avancer le scénario. Bah, elle sert de MacGuffin parce que dans l'histoire, à un moment, ils sont à sa recherche parce qu'elle disparaît et en même temps, ils sont à la recherche du concert. Donc il y a ce conflit entre les deux. Est-ce qu'on doit choisir ses amis? Est-ce qu'on doit choisir une occasion unique d'aller voir son groupe préféré à un concert dans New York? Et c'est malheureusement son rôle est réduit à ça. Mais je pinaille beaucoup parce que ce film est très sympa, ce film est très très cool et j'adore l'affiche de ce film. Franchement, si vous avez moyen de choper l'affiche de ce film et de l'afficher chez vous, faites-le. Ou offrez-lui. Ouais. Offrez-lui. Offrez-lui. Alors on Moi je veux l'affiche du jour se lève. on a un Hello Asso quelque part par ici. Attendez, je sais pas où tu mettras. Non, je plaisante. Mais Nous, on a un Hello Asso, pas lui. On va pas prendre notre Hello Asso pour ce truc. Ah oui, moi je veux bien, y a pas de problème. Hein. Non, plus sérieusement, ce film est très cool parce que c'est très feel good. On parlait tout à l'heure de film bonbon, bah c'en est un autre. Michael Cera est, comme j'ai dit, un peu toujours cantonné au même rôle de mec jeune, hétéro qui a subi une peine de cœur, mais il le fait bien. Donc, Bah, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans sa période où il le fait bien et c'est pas encore devenu indigeste de putain encore. ouais, c'est ça. On est, je crois qu'on est en même temps, il y a eu Superbad qui sort peu après. Avant, Juno sort un peu avant. Et Scott Pilgrim sort en 2010. Donc du coup, on est dans la période où ça va.
Et Michael Cera, toujours un très bon acteur, et comme j'ai dit, Kate Dennis, pareil. Faites-vous plaisir en regardant ce film, c'est un très bon film à regarder pour la Saint-Valentin ou autre, si vous voulez vraiment regarder un film romantique. Sauf une certaine scène, mais je vais pas vous le répéter pour la 50e fois. Ah si, non, t'aurais dû rien dire en fait. Vous voyez ce film En mangeant, en mangeant. Du Non. cassoulet de Du préférence. cassoulet. Non, moi je l'ai vu en mangeant, c'était pas une bonne expérience. Mais justement, t'aurais dû rien dire. Tu sais, j'imagine bien, tu sais, deux amoureux. Oh, on va regarder ce film-là. En mangeant un gros gratin. C'est un gros gâteau. Ah, on dit, oh, c'est mignon. Ah, j'ai plus faim. Un truc que je trouve qui est important de dire, ça spoil un peu, mais je vais être le plus simple possible. Je trouve qu'il y a quand même la plus belle scène de première fois de tous les temps. Enfin, c'est vraiment la plus mignonne, c'est-à-dire que du coup, c'est le fait de rien montrer, mais que, du coup, ça se passe quand même, et du coup, c'est très doux, c'est très mignon. Je trouve que dans beaucoup de films avec Michael Cera, en général, les premières voix sont Ils sont mignonnes. mignonnes. Je sais pas pourquoi ce mec-là, il inspire au réalisateur et au scénariste. Il faut que la première fois soit mignonne. C'est pour ça que c'est Ton très drôle. visage. Non, mais du coup, c'est pour ça que c'est très drôle par rapport à Michael Cera et l'image qu'il donne dans This Is the End, c'est le truc fait par Seth Rogen et tout, où tu te rends compte que le gars il est cocaïnomane à mort, il se fait trois meufs en même temps, enfin le truc horrible. C'est vrai que du coup c'est très drôle ce jeu là. Pourquoi je fais des parenthèses sur des parenthèses à vous. C'est comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on t'aime. Non, c'est que ça détruit aussi l'image qu'il avait. En fait, c'est juste ça. Mais là c'est un film où il utilise très bien cette image. Et en fait, attention à pas le confondre avec Jesse Eisenberg, parce qu'en général, les gens ont tendance à Oui. confondre les deux, alors que pas du tout, ils ont pas du tout le même jeu. Et ce fameux film, enfin ce très joli film, hormis la scène de vomi, on peut le voir où? Alors, on peut le voir en VOD, parce que malheureusement, il n'est pas sur les réseaux. Alors, je veux dire, sauf si vous avez un VPN, il est disponible dans certains catalogues à l'étranger, comme par exemple Amazon US, du coup, vous pourrez le trouver là-bas. En France, il sera en VOD sur Amazon, il sera en VOD sur YouTube, il sera en VOD sur Canal+, me semble-t-il. Sinon, en DVD, il se trouve assez facilement. C'est un film qui a connu un petit succès, mais ça reste assez modeste. En France, il n'a pas fait beaucoup d'entrées. Mais en DVD, clairement, vous pouvez le trouver en plus avec la jolie jaquette. J'ai dit que j'adorais la jaquette. Oui. Et- On est au courant que t'es de la jaquette. Fan de vieux. Et après on dit que c'est moi qui est vieux, hein. On va pas dire mais hein. Oui mais j'ai appris à te parler sinon tu me comprends pas. Oui, ça va, oui, ta gueule. Donc voilà pour ce film qui est vraiment un tout petit bonbon comme ça dans le milieu du cinéma Le romantique. coin de ta bouche. Pardon. Et qui a un feeling très teen movie, mais comme je dis tout le temps, quand je dis teen movie, c'est jamais quelque chose de négatif. C'est toujours quelque chose qui parle à une génération, et puis la génération des ados, et puis ce film-là, pour moi, parle bien justement à une génération d'ados, peut-être pas celle qui arrive actuellement, mais au moins à l'époque, ça avait plutôt bien fonctionné, donc vous voyez-le. C'est joliment dit. Oh là là, Tout c'est à fait. joliment dit. Ah, c'est joliment dit. Et on passe à notre invité du jour. Exactement, c'est drôle de dire que je suis l'invité du jour, puis filme-moi. Mais... Aucune pression. Non, allez. Donc, moi, je vais vous parler d'un film chinois qui s'appelle Si tu me regardes comme ça tout le temps, je vais galérer. Ah, C'est pas le sympa titre du comme film. Hein. Si tu me regardes comme ça tout le temps je vais galérer. C'est ça. Ouais. Donc, je vais vous présenter un film sorti en 2014 qui s'appelle Coming Home. Film chinois du réalisateur Zhang Yimou. Vous avez une meilleure prononciation. Zhang Yimou. Voilà, c'est comme il a dit lui. Mais- Sorti en 2014 avec son actrice principale est connue, c'est Gong Li, une actrice qu'on a vue dans Épouse et concubine et dans Mémoire d'une geisha par exemple, même si elle n'a pas le rôle principal dans Mémoire d'une geisha. Le réalisateur a aussi fait plein de films connus comme Le secret des poignards volants, enfin bref. Héros. Héros. Qui a fait des films vraiment différents. Et là, donc, ça se passe dans les années 60, en plein milieu de la révolution culturelle, en Chine. Et ça concerne une famille de 3 personnes, le père, la mère et la fille. Au tout début du film, on apprend que le père s'évade d'un camp de rééducation, parce qu'il a été considéré comme opposant politique. Donc il s'évade, il revient dans son village natal pour retrouver sa femme et sa fille. La fille, elle va participer à un spectacle de danse, de ballet, et dans une école de danse plus ou moins réputée en Chine apparemment.
enfin en tout cas une école de danse. Et le spectacle de fin d'année prône le parti communiste, tout ça. Enfin, c'est un gros truc pour elle, c'est très important pour elle. Ils se font convoquer la mère, donc la mère elle est médecin, et la mère et la fille la fille elle a 13 ans. Son âge est important pour excuser entre guillemets ce qu'elle va faire dans le Qui monde. pourquoi Polanski est intéressé. Voilà. Pardon. Et donc, on apprend en fait un représentant du parti actuel convoque la mère et la fille en leur expliquant que leur mari s'est évadé et que bah, si elles avaient des infos sur lui, elles devaient le leur dire. Donc la fille est très oui, ok, je dirai tout parce que bon, elle est jeune, elle est un peu influencée par le parti et surtout son spectacle de danse est très très important pour elle. Elle est censée avoir le premier rôle, c'est pour ça. Ouais. Et la mère, bah, on sent qu'elle est un peu plus réticente, mais voilà. La fille s'oppose à la mère, elle ne veut pas que la mère rejoigne son mari parce que sinon ça risque de porter préjudice pour son spectacle. Et elle surprend en fait, elle trouve un papier comme quoi, parce que le mari essaie de la retrouver, mais elle voit un papier que lui a laissé discrètement le mari à sa femme pour dire qu'il va essayer de les revoir. Donc la fille, parallèlement à ça, donc elle voit ça, mais parallèlement à ça, elle subit un peu la pression du régime actuel parce qu'il y a un représentant qui lui dit ok, si tu as des infos, dis-le moi. Ah, tu as un problème pour ton spectacle parce que on apprend assez rapidement que comme son père s'est évadé, elle n'a plus le droit d'être la personnage principal, la danseuse principale. Donc elle est dégoûtée, elle en veut à son père de s'être évadé parce que à cause de son évasion, elle ne peut plus être la danseuse principale. Donc il y a ce représentant du parti qui lui dit bah attends, je peux faire quelque chose pour toi pour que tu sois réintégré si tu me donnes les infos que ta mère va retrouver ton père, d'où va se trouver ton père. Elle donne les infos et au moment où la mère et le mari vont se rencontrer, la fille et tout le parti en fait, enfin surtout le parti communiste empêche la réunion. Et donc lui, le mari est réemmené dans son camp, il se fait attraper et la mère apprend très rapidement que c'est à cause de la fille. Et en plus, dans la bousculade, il y a une chute où elle se blesse, la mère, c'est important pour plus tard. Ensuite vient le spectacle de danse, et ben, le parti n'a pas tenu sa promesse, elle est reléguée en tant que simple figurant de son spectacle, la fille. En plus de ça, elle s'aperçoit que sa mère n'est même pas venue à la représentation. Donc elle est archi dégoûtée. Et ensuite, ça se passe des années plus tard. On apprend que la mère, suite à cet événement qui l'a traumatisé, à la chute qu'elle a eue, a développé une forme d'amnésie à court terme. Enfin, on voit qu'il y a plein de post-it ou quoi, plein de papiers qui lui rappellent son quotidien, de ce qu'elle doit faire. Et voilà, des gros problèmes de mémoire. Et elle a rejeté totalement sa fille, parce qu'à cause de sa fille, elle n'a pas pu voir son mari. La fille n'est plus danseuse, enfin bref. Vient le jour où la révolution culturelle s'est finie, les maris peuvent revenir dans leur famille. Donc la mère va chercher son mari, le mari se pointe, donc elle est avec sa pancarte, avec le nom de son mari, mais elle ne le reconnaît pas. Suite à son amnésie, à ce qui lui est arrivé, elle ne reconnaît plus son mari. Le mari il est désemparé, donc il y a tout le parti politique qui explique à la femme que voilà, c'est votre mari, il est revenu. Mais non, il n'y a rien à faire. Elle dit non, mais c'est pas mon mari, elle ne le reconnaît pas. À des moments du film, elle le confond avec d'autres gens. Parce que plus tard, lui, il insiste pour retrouver sa femme. On lui prête un local en face de chez elle pour qu'il puisse quand même s'occuper d'elle. Parce que c'est. Voilà, il se rend compte également qu'en plus sa fille et la mère ne s'entendent pas. La fille lui explique que bah voilà, lui en veut de ce qu'elle a fait, qu'elle perd la mémoire, mais que ça par contre elle l'oublie pas. Donc lui il va essayer de se rapprocher de sa femme qui le repousse parce qu'elle dit non mais non, à chaque fois qu'il se présente en tant que mari, elle le confond avec quelqu'un qui lui a fait du mal dans son passé. Je veux pas spoiler ce qui va se passer, je vais essayer de pas spoiler parce que je vais devoir spoiler des trucs. Et lui, comme il a écrit plein de lettres, mais qu'il n'a pas pu les faire livrer parce qu'il devait y avoir une opposition pour le courrier sûrement. Ils les a tous d'un coup. Il s'arrange avec le facteur pour que le facteur dise qu'il dise à la dame qu'elle a du courrier, mais qu'il s'arrange pour que ce soit lui qui lui porte le courrier. Enfin, qu'elle le voit en fait, qu'elle ait besoin de lui pour apporter le courrier parce que c'est une grosse malle. Et en fait, pendant tout le film, elle ne parle que de son mari parce qu'elle ne le reconnaît pas, mais elle veut le retrouver. Elle ne l'a pas reconnu, elle ne l'a pas retrouvé au moment de... Donc tous les mois, à la même date, elle va attendre son mari.
Et elle parle à son mari qui est un voisin dans sa tête, de son mari. Donc, lui, il va lui lire ses lettres, qu'il lui a réellement écrites, parce qu'elle n'arrive pas à bien lire ou quoi. Et donc elle est toute contente, qu'elle ait des nouvelles de son mari. Et lui, c'est vraiment son mari, mais il ne le reconnaît pas. Donc c'est vraiment un film fort où il voit en fait, il est présent auprès d'elle en tant que voisin. Elle attend son mari, donc c'est à la fois un mélange de deuil, pas d'un amour perdu, mais d'un amour qui doit être retrouvé, mais qu'elle ne retrouve pas, et également une présence de cet amour, parce que le mari est là, elle ne le reconnaît pas, elle l'attend, donc elle parle de lui, donc elle voit bien qu'il l'a pas totalement oublié. Et justement, avec cette histoire de lettres, il va faire ce que j'appelle un ami poulain, parce qu'il y a ça dans Mini Poulain. Il va réécrire des fausses lettres en expliquant: ah, j'ai appris que tu ne t'entends plus avec notre fille, faudrait que vous rabibochez et tout. Et par amour, elles vont se rabibocher. Et c'est à la fois un film d'amour où donc c'est toute une vie amoureuse. Donc c'est pas simplement tout est beau, au contraire. Il y a à la fois de la souffrance, ce qui fait partie de l'amour. On en apprend qu'il y a de la rancœur dans la famille, mais qu'il y a quand même de l'espoir parce que cette rancœur disparaît parce que l'amour fait que, enfin voilà, on peut aller au-delà des difficultés. Il y a le thème également de la vieillesse, de la perte de mémoire, mais que justement, il est auprès d'elle, il est avec sa femme, en fait, ils se sont retrouvés sans qu'elle le sache. Donc lui, il voit que sa femme l'a pas totalement oublié, et ils vont quand même continuer leur vie dans cette situation où bah, il n'y a rien à faire, elle ne le reconnaît pas, mais il est là, il l'accepte en tant que voisin, en tant que liseur de lettres. Et donc voilà, c'est un film d'amour où justement on voit que tout n'est pas gai, mais c'est triste, mais il y a quand même de l'espoir. Et donc voilà le thème, l'histoire du film. Et c'est un des films qui m'a marqué, parce que justement c'est l'un des rares films d'amour où, en ce qui me concerne, me fait vraiment ressentir des émotions fortes. C'était le cas avec Camille Poulain parce que c'est tout mignon, tout ça, mais aussi ce film-là parce qu'il y a vraiment une profondeur dans ce film qu'on ne voit pas dans certains autres films d'amour classiques. Donc voilà. Bah, c'est de ce que tu dis, ce qui est beau et profond en fait, c'est que c'est pas justement c'est pas vraiment une rencontre, c'est une reconquête. C'est une retrouvaille, une reconquête, voilà, d'une autre manière. On s'adapte un ouais, peu. non, mais c'est-à-dire, c'est pas genre comme s'ils étaient divorcés et que lui était toujours amoureux et qu'il essayait de la revoir, c'est juste il essaie de lui montrer qu'il est de retour oui, voilà, alors qu'elle ne le voit pas. C'est ça, de lui faire se rappeler, mais du coup, oui, c'est une forme de reconquête. Et malgré le fait que, bon, du coup, ils sont plus ensemble, mais amoureusement, ils sont plus ensemble, mais ils sont là, en fait, ils sont vraiment ensemble et ils ont une autre relation. Et c'est pas un amour perdu parce qu'elle parle de lui, elle l'attend, elle est amoureuse de lui. Donc en fait, c'est triste pour le mari, mais c'est également positif parce qu'il voit l'amour qui est toujours là. Et c'est un très beau film. Je n'en doute pas. Ça me donne envie de le voir. Oui, c'est ça. Je trouve ça. Ça a un film très touchant en fait. Parce que ce rapport, hein, comme tu dis, comme tu l'as expliqué, c'est ce rapport que le mari est là, mais elle ne le reconnaît pas, et lui il essaye justement de. Et puis voilà, il trouve une autre solution pour être ensemble. Ouais. Vous l'avez vu, messieurs? Pas du tout. Pas du tout. Me plaît. Je dois avouer que le cinéma chinois est un cinéma que je ne connais pas assez et je pense qu'il y a je peux voir quelques pépites dedans. C'est un cinéma qui commence à nous arriver très doucement par Netflix aussi, qui commence à signer, mais surtout des gros blockbusters chinois. Il est sorti en France en cinéma, peut-être en salle d'ARDC. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, le souci en fait, du cinéma hongkongais ou chinois, on va prendre vraiment tout le pays, c'est que à un moment donné, on a eu une grosse force exportation du cinéma hongkongais, mais c'était tout le temps dans le. Fin de 90, début 2000. Oui, voilà. HK vidéo. Quoi. Oui, voilà, HK vidéo. Ouais, début des années 90 aussi. Surtout dans les débuts des années 90 en VHS. Mais c'était souvent la même chose, c'est souvent le cinéma d'action hongkongais. Et pas forcément le cinéma, on va dire, j'aime pas ce terme, plus intimiste. Parce que les distributeurs pensaient que ça ne plairait pas forcément aux gens.
ils ont eu tort, selon moi. Mais là, voilà, on commence, voilà, ça revient petit à petit à justement à des cinémas, le cinéma hongkongais intimiste ou le cinéma chinois plus intimiste dépasse les frontières. Mais j'ai un souvenir enfant de Épouse et concubine qui passait à la télé. Oui, mais Oui, ça Donc, arrive. Oui, ça empêche pas. Ça arrive. Mais tu vois, ça m'étonnerait pas, par exemple, en prenant ce réalisateur-là, Hum. qu'il y ait plus de gens qui aient vu Héros que Bien sûr, le oui. film dont tu Ou parles. Le parce secret que- des panneurs volants. Ouais, voilà. Ouais, le secret des poignards violents, oui, ça violent. Oui. Les Ouais, poignards. il est vieux. Ah oui, non. Violence, putain. Non, mais le secret des poignards volants, qui est sorti avant ou après Héros, mais il était à Cannes. Hum. Oui. Donc ça aide forcément. Héros, il y avait Jet Li, on le connaissait déjà d'avant. Mais Gong Li était déjà connu Donc, par bon. Mémoire d'une geisha ou même Épouse et concubine. Ouais, mais alors, Mémoire d'une geisha, c'était surtout C'est un connu personnage secondaire. comme un truc trop chiant de base. Mais alors moi j'aime bien, tu vois, mais en vrai c'est connu comme un truc justement d'auteur un peu Très art et essai en fait. un peu relou. Donc non mais Oui. ça l'est pas vraiment. Je me mais demande c'est s'il n'est connu pas comme ça. sorti dans les salles Il est grand sorti. public. Et il est sorti dans quelques salles grand public. Mais après, tu vois, t'as des grandes chaînes, genre MK2 et UGC qui font quand même un Mhm. peu d'arrêt-essai à côté des trucs où ils savent qu'ils vont vraiment se faire du pognon. Mhm. Donc oui, du coup, t'as Mémoire d'une geisha qui sort, le film dont t'as parlé, je suis sûr qu'il est sorti, mais que du coup, il a pas. On vérifiera, hein, mais. Épouse et concubine. Non, pas Non, Épouse et concubine, Coming je parle de. Coming Home. Coming Home. Home, alors, Coming Home, j'ai voulu le prendre à la Fnac en DVD, on m'a dit qu'il était plus édité. Je l'ai vu en VOD, il y a plusieurs plateformes comme Canal+ ou d'autres trucs qui font du streaming payant en location. Mhm. Il est trouvable. À un moment, je me demande s'il n'était pas sur Netflix, parce qu'à un moment, il est écrit Coming Home, Netflix, machin, mais quand on clique sur le lien, il n'y est plus. Oui, il n'y est bah, pas. ça, donc il y a ça, dû Netflix être, le fait souvent, ça. Voilà, et je l'ai trouvé en VOD, en location internet, quoi. Et tu vois, mais je me disais, il a dû sortir également en salle. Ah, moi j'ai vu en Mais salle. oui, hein. de manière. Bah oui, mais du coup, c'était une manière, je pense, vachement plus intime que d'autres trucs qu'a fait le Réa. ou- Bah, il y a un nouvel éditeur de DVD Blu-ray qui commence à vraiment à se construire et à faire son petit chemin. C'est que je me suis renseigné un petit peu parce que c'est plutôt intéressant, c'est que leur position en fait c'est d'éditer vraiment des films hongkongais, chinois, mais vraiment assez rares. Mm. Donc je pense qu'à un moment donné, Coming Home va revenir dans l'édition DVD Blu-ray parce que justement ils veulent vraiment trouver des films assez rares et justement aussi ressortir des films qui sont sortis en France mais dans des versions américaines. Est-ce que t'as le nom de cette maison Je d'édition? n'ai plus le nom de l'édition, ça me On va les trouver, on va leur envoyer des lettres. parce qu'en fait ils ont annoncé par exemple ils vont rééditer en Blu-ray et DVD enfin un film de Jack Shanks et c'est dans Duncan Master 2 mais dans la vraie version. Oh putain, oui. Dans la vraie version, pas la version américaine. Donc la version beaucoup plus longue. Donc la vraie version en fait, la version hongkongaise. Ils ont réussi à avoir les droits de distribution, enfin d'édition et bah, tant mieux, enfin quoi, parce que il y a beaucoup de films qui sont sortis chez nous ou aux États-Unis et nous on a la version américaine. On n'a pas la version originale. Bon, hormis Coming Home où ces films-là en fait sont sortis tels quels, Mhm. vraiment dans leur Mais version d'original. T'en as également, je pense à ça maintenant, mais le Balzac et la petite œil chinoise, Mhm. il est sorti en France. Aussi, je l'ai vu au cinéma. Mais Mais alors, c'est quelques dernières dizaines d'années. il y a aussi le fait que le bouquin était connu en France aussi. Bien sûr, oui. Balzac, la petite taille chinoise, Mm. c'est un classique. Et donc, je pense que s'il avait été coupé par rapport au film, même si dans les adaptations en général ils doivent couper des bouts, là les gens auraient peut-être gueulé, enfin les fans du livre auraient peut-être gueulé là Ouais, vraiment, et ouais. puis ils auraient une bonne raison de gueuler, hein, parce que. Mais le cinéma chinois est extrêmement riche en fait. Donc il n'y a pas que. Bon, moi j'aime beaucoup le cinéma hongkongais d'action évidemment, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a plein de choses qu'ils ont fait et ils font encore parce qu'ils peuvent encore surprendre. Oui, ce genre de film comme Coming Home, c'est intéressant à voir. Ça. Parce qu'il y a des moments, ils ont une écriture mais, de personnages ou d'histoires qui sont passionnantes. Donc voilà, vous voyez les films hongkongais, on va dire, style enfin, je parle des films de John Woo par exemple, qui a marqué et qui continue à marquer, parce que bon, son dernier film qu'il a fait, c'est un film historique, je crois, et il est très bien. On vous invite à découvrir Coming Home et aussi d'autres films, Made in Hong Kong ou Made in China,
comme on dit. Ou Parce les films qu'on vient de vous présenter Ou aussi. les films aussi. Aussi. Donc César et Rosalie, la plus grande actrice de tous les temps, Romy Schneider. C'est Ta ça. gueule, c'est magique. C'est pas comme ça Avec qu'il s'appelle Henrik. son film. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Cinéma In. Et le sujet sera la bagarre. Enfin, la bagarre, les films d'action. La bagarre, ça va chier. Rendez-vous le mois prochain pour la bagarre. La bagarre. Ah, Et je souffre. petit coucou aussi aux nouveaux abonnés parce que là on est à 166 abonnés, donc c'est super cool. Ça fait son petit bout de chemin et c'est sympa. Et je reçois aussi on reçoit beaucoup aussi de petits messages concernant la vidéo de Jean Gabin qu'on a fait. On a fait une émission sur Jean Gabin qui marche beaucoup. On est à 10 000 vues et c'est super sympa, vraiment. Et on reçoit de jolis mots et c'est vraiment sympa. Donc on voulait vous remercier pour les petits messages sur cette vidéo. Arrête de m'imiter, toi. Et on vous souhaite une bonne Saint-Valentin, même ceux qui sont seuls, parce qu'on vous rassure, nous sommes dans la même situation. Mais voilà, Non, pas lui, traître. pas lui, traite. Mais voilà, matez des films comme on dit, et voilà, on vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, ou très bonne matinée si vous regardez cette vidéo le matin, sait-on jamais. Ou une très bonne nuit. Ou une très bonne nuit. Enfin, Ou allez vous coucher les 3 heures. Voilà, allez vous coucher aussi, dormez un peu, ça fait du bien. Et surtout prenez soin de vous, et on vous dit en mois de mars. Salut les gens. Salut. Salut.